Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité des faits de société avec la rédaction de Factuel.media. Une heure en compagnie de Jean-Marie Bordry, la voix tranquille Stéphane. de vos matinales sur Sud Radio. Alors d'abord, toujours tranquille, ça c'est vrai. Bonjour Stéphane Simon, surtout ravi de vous retrouver comme tous les samedis. Avec nous aussi Victor Lefebvre, enquêteur à Factuel.media. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour Victor. Alors dans la deuxième partie de l'émission, on va parler du projet de loi pour aider à mourir. On va parler de ce qu'il contient, des discussions actuelles à l'Assemblée nationale et pourquoi est-ce que ce projet est important et inquiète. On recevra le docteur Gaëtan Casanova, médecin, anesthésiste, docteur en médecine, ancien président de l'intersyndicale des médecines internes. Également, nous recevrons Erwan Lemordec, avocat, qui a écrit Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière aux éditions Le Cerf, et Annie Valette, coprésident du Citoyen pour une mort choisie. Mais nous avons d'abord le plaisir d'accueillir Alexandre Delval, géopolitologue. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je dis la chance parce que vous n'êtes pas souvent à Paris et vous donnez beaucoup de cours, de conférences à Rome, Bruxelles, Barcelone. On a donc la chance de vous recevoir ce matin. Avec nous également Pierre Derbès, géopolitologue, également contributeur à Factuel.media. Bonjour Pierre Derbès. Bonjour. Alors la première question que l'on a envie de vous poser, à l'un et à l'autre, c'est croyez-vous à un calme durable en Nouvelle-Calédonie? Une réponse courte, Alexandre Delval, Pierre Derbès. Justement, c'est plutôt un câble non durable. Je pense qu'effectivement, il y a une accalmie. On ne peut pas tout le temps être sur le pied de guerre. À un moment, il faut se nourrir, repartir au travail, même si c'est beaucoup de gens qui sont mineurs. Mais je pense que le problème de fond va rester là. Des autochtones se sentent minoritaires. La loi que je soutiens allait les rendre encore plus minoritaires, mais au nom du principe de justice, ce problème-là, il n'est pas réglé puisqu'on est un peu à mi-chemin. Donc, on peut dire merci Monsieur Rocard qui, en 1988, a posé une bombe à retardement qui ne cesse d'exploser chaque dizaine d'années. Pierre Derbès. Oui, je partage votre avis. C'est un calme temporaire et sans intervention, peut-être refonte on peut le dire, d'une vraie stratégie pour ce territoire hautement stratégique, si vous me passez l'expression, on sera condamné à voir se répéter ce genre de phénomène, sachant que maintenant, on n'est plus les seuls non plus sur ce dossier. Voilà, donc ça on va y revenir. En attendant ce calme apparent, c'est 23 escadrons de gendarmerie mobile, faut le préciser, 3000 forces de l'ordre, 130 effectifs du GIGN et du RAID qui sont déployés en Nouvelle-Calédonie. Donc on voit comment ce calme s'obtient. Le président Emmanuel Macron s'est livré donc à une visite éclair, c'était le 23 mai dernier, pour renouer le dialogue, rétablir l'ordre, amorcer une mission de travail dès son arrivée en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'était la bonne méthode, Pierre Derbès? Dans le cadre d'un territoire qui était en situation insurrectionnelle ou pré-insurrectionnelle, un déploiement de forces de l'ordre conséquent et le déplacement effectivement du chef de l'État, oui, me semblait pas non plus une mesure en trop. Au contraire, ça manifeste la volonté de la France et de l'État de garder sa souveraineté sur le territoire, souveraineté qui est contestée et pas uniquement par les indépendantistes. Et donc oui, ça me semble idoine. Et vous partagez ce point de vue? Ou vous Oui, pensez que absolument. Je partage totalement ce point de vue, mais je pense que de toute façon, ça va exploser à nouveau. Quitte à ce que ça explose à nouveau, je pense que l'État devrait appliquer le principe de constitutionnalité qui est le vote de tous ceux qui sont là depuis au moins 10 ans. C'est comme la moindre des choses. On ne peut pas accepter une dérogation à un principe élémentaire du droit de vote. Et toute personne peut résider, y compris là où il n'est pas né. Depuis quand on pourrait voter que là où on est né? Enfin, c'est complètement absurde. c'est un précédent qui a été créé. C'est un précédent qui a été créé, absolument, et on peut dire merci à Monsieur Rocard qui a peut-être voulu bien faire à l'époque, c'était un brave homme, mais n'empêche que ce qu'il a fait, on le paye chaque dizaine d'années depuis 1988. Après, on peut rappeler le contexte. Les accords de Matignon, voilà, reculer pour mieux sauter, on réduit le champ électoral, on prévoit un référendum dans 10 ans, mais il a eu lieu plus tard en fait. Ça. Il y en a eu 3 des référendums, les 3 qui ont été... même 4 si on compte, oui, mais voilà, 3 en tout cas pendant lesquels le peuple autochtone et les non-autochtones et les résidents, de manière générale, ont voté contre et y compris beaucoup de Kanaks autochtones. Donc, à mon avis, l'affaire devrait être déjà classée et on devrait appliquer le principe de constitutionnalité et surtout désarmer les émeutiers parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tolérance et faire en sorte que le droit, tout simplement, soit appliqué. Mais c'est pas le cas, apparemment. Alors, au-delà de l'apparence de retour au calme, on a découvert que c'est ça l'élément nouveau, je dirais, dans ce dossier, c'est qu'on a découvert que certaines puissances étrangères
maintenant soufflait sur les braises, j'allais dire, en Nouvelle-Calédonie. Pierre Derbez, vous avez écrit « L'Azerbaïdjan, probablement appuyé par la Turquie, déploie sa toile en France depuis 2023, en particulier dans les Outre-mer. L'objectif de Bakou est simple, dénigrer la France à l'international et la déstabiliser de l'intérieur via un narratif décolonial. » Oui, absolument. Depuis 2023, on observe une accélération des opérations d'influence, plutôt de guerre de l'information, depuis l'Azerbaïdjan. En Nouvelle-Calédonie, mais pas uniquement, dans l'ensemble des Outre-mer. Le Bakou Initiative Group, qui est la cheville ouvrière principale de ce dispositif, a des ramifications dans toutes les Outre-mer, donc la Corse, la Guyane, les Antilles, la Polynésie, qui est d'ailleurs le prochain champ d'affrontement probablement. Et depuis 2023... accélération, multiplication des événements, donc des conférences des colonialistes, des conférences dénonçant, dont certaines à Bakou mais aussi à Istanbul, en présence de think tanks proches du président Erdogan, repris dans la presse turque, des conférences contre l'islamophobie en présence d'organes proches également de la doctrine des frères musulmans, des conférences où sont présents non seulement des personnalités indépendantistes corses, néo-calédoniennes, polynésienne, antillaise, mais également membre de partis politiques français, en tout cas de groupes parlementaires, notamment le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Et donc là, on pourra penser à Marcelin Nadeau qui a dénoncé la France, qui a empoisonné la Guyane ou la Martinique. La Martinique, voilà, c'est ça. On peut penser également à Jean-Christophe Castor, également, qui était présent lors de la conférence, donc à Bakou, en juillet 2023, au sommet des non-alignés, qui a dénoncé également la France coloniale. Bref. Alexandre Delval, on a vu des militants du FLNKS, les Kanaks, donc, agiter des drapeaux de l'Azerbaïdjan, une dictature du Caucase. Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres entre l'Azerbaïdjan et la Nouvelle-Calédonie. Et puis en plus, l'Azerbaïdjan, l'Union européenne entretient des rapports économiques avec ce pays, achète du gaz en remplacement du gaz russe notamment. Qu'est-ce que cherche l'Azerbaïdjan à faire payer à la France ? L'Azerbaïdjan n'a pas supporté depuis entre 2020 et 2023, pour nos auditeurs, les Arméniens du Haut-Karabakh ont perdu 2 fois une guerre. Une première fois où il y avait une sorte de négociation avec des Russes interposés, et une deuxième fois où en quelque sorte les Azéris ont fini le travail en 2023. Ça s'est conclu malheureusement par l'exil, la purification ethnique d'une certaine manière des Arméniens du Haut-Karabakh, territoire pour nos auditeurs azéris juridiquement, mais historiquement arménien, que les Arméniens revendiquent au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc pour se venger, les Azéris ont dit, puisqu'ils soutiennent chez nous ce que nous considérons comme des séparatistes, on va leur rendre l'appareil, on va soutenir les séparatistes chez eux. J'allais dire, sans vouloir choquer, moi je suis très philo-arménien, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre d'un point de vue azéri-turco. Mais là où par contre, c'est un peu scandaleux, c'est mon papier de valeur demain, c'est qu'en fait, ce sont des pays extrêmement colonialistes, impérialistes, qui veulent rétablir pour l'Azerbaïdjan un pan-turquisme et pour la Turquie un pan-turquisme doublé d'un pan-ottomanisme. Et ce sont donc ces pays extrêmement colonialistes, impérialistes, qui maintenant sont à la tête des non-alignés. Enfin, l'Azerbaïdjan a présidé jusqu'à janvier dernier le groupe de l'ONU des non-alignés. Malheureusement, pour conclure, il s'appuie sur quelque chose qui est regrettable. Les Nations Unies ont reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça c'est normal, mais aussi ont reconnu explicitement le droit des néo-calédoniens à un jour aller vers l'indépendance. Et donc il s'appuie sur un semblant de droit international et de légitimité internationale au nom du groupe des non-alignés, dans lequel a été créé le groupe d'initiative de Bakou. Et Bakou finance maintenant des conférences sur le décolonialisme. Exactement, mais pire que ça, Bakou organise des campagnes de désinformation au cœur des émeutes, faisant passer la police française pour criminelle, meurtrière, faisant des parallèles avec la guerre d'Algérie, mettant en place des dispositifs de viralité numérique, de cyberinfluence à la fois malveillante et fausse. Donc on a donc là plus qu'une ingérence maintenant, on a une attaque, une guerre de l'information en bonne et due forme. Forme et ferme. Et qui continue. Effectivement, en plus un soutien probablement financier, mais en tout cas un soutien
soutien, au moins de sponsoring et d'influence auprès du CCAT, qui était au cœur des violences. La CCAT, qui est la coordination des actions de terrain, c'est l'organisation qui a été indépendantiste kanak, qui a été accusée d'être mafieuse par Gérald Darmanin il y a quelques semaines. Alors, dans un instant, on va continuer à parler de la situation en Nouvelle-Calédonie avec nos invités. On va parler du rôle de la Chine aussi et de la Russie en Nouvelle-Calédonie. On parlera aussi du projet de loi sur la fin de vie, ou plus exactement l'aide à mourir. À tout de suite, on se retrouve sur Sud Radio avec nos invités. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans votre rendez-vous l'heure libre du samedi matin pour décrypter l'actualité sur Sud Radio avec Factuel.media. Toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours Stéphane Simon. Et nos invités ce matin sont Alexandre Delval et Pierre Derbès, tous les deux géopolitologues. Nous parlons de la Nouvelle-Calédonie ce matin, calme précaire dirions-nous. Et nous nous interrogeons évidemment sur les puissances étrangères qui jouent contre les intérêts de la France et soufflent actuellement sur les braises. Évidemment, la Nouvelle-Calédonie, c'est un poste avancé de la France dans le Pacifique, mais je rappelle quand même que la distance entre Paris et Nouméa, c'est non moins de 16 732 km. C'est donc pas exactement la porte à côté. Pourquoi est-ce si important la Nouvelle-Calédonie, Alexandre Delval, cet avant-poste dans le Pacifique pour la France? Alors, premièrement, l'Indo-Pacifique est la région la plus stratégique du futur. Et la Chine ne supporte pas qu'il y ait des Blancs, des anciens colonisateurs dans une Asie élargie, parce que quand on met tout le Pacifique, c'est plus que l'Asie, mais la Chine considère ça comme l'Indo-Pacifique. Pour les Américains, c'est aussi une région extrêmement stratégique. Il y a des détroits, il y a croisement de plusieurs mers. C'est extrêmement important pour le développement et l'économie, mais aussi l'encerclement de la Chine, avec beaucoup d'organisations comme le Quad, l'ANCUS, des espèces de OTAN locales qui ont été créées. Et deuxièmement, c'est le nickel. La Nouvelle-Calédonie produit un tiers du nickel mondial, mais à cause de tous ces troubles, à cause du syndicalisme, à cause du fait que dans le nord, les mines sont tenues par des séparatistes, mais à cause aussi du différentiel du prix de l'énergie entre l'Indonésie, concurrent, et la Nouvelle-Calédonie, c'est plus rentable. Et à cause de tout ça, beaucoup de groupes s'en vont et c'est une catastrophe. On a une des meilleures réserves de nickel au monde qui pourrait alimenter l'Europe. C'est d'ailleurs le pacte qu'avait voulu Bercy. On aide, en échange, on privilégie le marché européen et tout ça est en train de voler en éclats puisque les Kanaks ont réussi à rendre totalement ingérable, un peu comme les dockers qui ont ruiné le port de ma ville natale, Marseille avec le plombage, les prélèvements et la mafiosité. Donc c'est extrêmement stratégique et les Chinois rêvent de faire main basse sur le nickel dès que ce pays serait indépendant. Absolument. Ça m'étonnerait. Et mais même, en tout cas, la simple position de l'île, qui était un territoire qui était déjà stratégique au temps de la Seconde Guerre mondiale, et un port logistique de première importance pour les Américains, que les Américains d'ailleurs ont voulu conserver, on l'a empêché de faire bien évidemment, et que la Chine aussi vise notamment, entre autres, pour viser son désenclavement. Et donc c'est pour ça qu'elle est assez active, mais de manière très différente d'une puissance comme la Turquie et l'Azerbaïdjan sont phonés. Elle est plus dans l'influence, c'est pas dans la guerre pas dans la guerre de l'information. D'ailleurs, la Chine, même en Afrique d'ailleurs, contrairement à la Russie, va moins être dans le tactique, moins dans cette guerre de l'information, dans la fake news et autres, mais plus dans une approche interpersonnelle et économique. C'est ce qu'elle fait en Nouvelle-Calédonie. C'est qu'elle va approcher, elle est très proche en fait de la plupart des mouvements, des tribus et des chefferies kanaks. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs dizaines de langages sur l'île, ce qui le français est leur langue vernaculaire. Elle a fondé des associations d'amitié sino-calédoniennes, associations dans lesquelles on retrouve des personnalités indépendantistes. Bref, elle a ce maillage. Elle se sert de sa petite diaspora sur place comme d'un relais d'influence. Elle connaît les besoins de chacun. Elle sait comment tracer son aide et son narratif. Donc une influence plus douce, plus tamisée, exactement. plus en jeu d'ombre. Pour autant, pourquoi est-ce que la Chine a besoin, alors qu'elle est déjà partout dans le Pacifique, pourquoi est-ce qu'elle lorgne en plus? C'est uniquement pour le nickel? Comme l'a dit M. Delval, il y a effectivement un impératif minier. Je veux dire, 11% des réserves mondiales
mondiale prouvée de nickel, c'est pas rien, la deuxième du monde, et pour une puissance comme la Chine, qui élabore une grande partie de sa grande stratégie, notamment en Afrique, sur la sécurisation de ses approvisionnements. Déjà, on est sur un objectif qui s'entend. Deuxième chose, il y a également l'aspect géostratégique brut, à savoir une île qui est positionnée de manière très avantageuse, qui est un saillant pour l'Australie, qui serait également un point d'appui fondamental très important, par exemple pour un port militaire dans le Pacifique Sud, ce qui serait un cauchemar pour les États-Unis. D'ailleurs, c'est autant de raisons qui ont fait que Nouvelle-Zélande et Australie ont cessé leur velléité de soutien aux indépendantistes, et que maintenant ils sont plutôt contents de voir la France, une puissance européenne, y rester. En revanche, et là c'est un autre problème, c'est que la France n'y met pas assez de moyens. Les forces sur place ne sont insuffisantes, et surtout insuffisantes vis-à-vis des ambitions qu'on a sur place. Et là, il importe d'aller plus loin maintenant. Jean-Marie, c'est d'autant plus le problème, ces moyens, qu'on n'a pas encore chiffré le coût à la fois des dégâts des émeutes et en même temps de l'envoi de 400 ou plusieurs centaines de membres des forces de l'ordre ou de l'armée à l'autre bout de la planète, ce qui doit avoir un prix considérable qui se chiffre peut-être en milliards. Il y a une question qui me vient, c'est-à-dire qu'on approche des Jeux Olympiques et à un moment, ces forces de l'ordre qu'on a dépêchées en Nouvelle-Calédonie, on va en avoir besoin ici, à Paris. Bien sûr. On va avoir un petit problème stratégique, effectivement. S'il y a un feu s'allume ailleurs, ce sera extrêmement compliqué. Mais pour revenir à ce qu'on disait, la Chine, elle ne s'occupe pas que de la Nouvelle-Calédonie, comme l'Azerbaïdjan ou la Turquie, mais aussi la Polynésie française, mais aussi Djibouti, mais aussi Diego Garcia, cette base extrêmement importante anglo-saxonne qu'elle essaie de contrer. Elle s'occupe des Seychelles, de Sri Lanka. La Chine essaie d'avoir des points d'appui, des ports en eau profonde, des nouveaux détroits, une route commerciale rivale pour se désencercler d'une route commerciale qui est gérée par les anglo-saxons. Elle veut sa propre route, mais aussi elle veut sa propre sécurité, ses propres ports stratégiques en eau profonde. Et donc ça va d'un premier cercle qui est pas très loin des côtes chinoises jusqu'à un second cercle qui va jusqu'à vers l'Australie. Parce que l'Australie, pour la Chine, est l'anomalie numéro 1, blanche anglo-saxonne, qu'il faudra un jour désasiatiser, virer d'Asie. L'objectif de la Chine est très stratégique et très large. Dans tout l'Indo-Pacifique, il faut virer l'homme blanc parce qu'elle se sent encerclée, le même complexe d'encerclement que la Russie, d'où d'ailleurs leur rapprochement depuis 2001 dans l'organisation de Shanghai, l'OCS. Alors vous m'offrez la transition. La Russie aussi, on découvre ces jours-ci que la Russie joue de son influence aussi sur le caillou kanak. Alors oui, effectivement, on a en tout cas on attribue à la Russie une attaque cyber majeure. Je ne sais pas si ça a été définitivement confirmé ou prouvé, même si de fait la forme de l'attaque il fait beaucoup penser. Cela étant, pas besoin non plus de chercher énormément. Il apparaît assez clair que l'Azerbaïdjan joue le rôle de la première ligne qui va au charbon, du porte-flingue de la Russie. Du porte-flingue. Je veux dire, il faut voir le niveau d'intégration géopolitique entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Et la Russie, il est très étroit. Il y a une convergence d'intérêts. Donc il est assez clair que la Russie n'est pas loin. Alors deux observations. D'abord, on a vu des manifestants indépendantistes kanaks avec des t-shirts avec un drapeau azerbaïdjanais d'une part et kanak d'autre part. Ça montre bien que l'Azerbaïdjan a tout fait pour que Paris et les Français voient que Bakou était derrière ça. Donc c'est pour ça que je me demande si le message politique n'est pas adressé davantage à la France qu'aux Kanaks dont l'Azerbaïdjan après tout se fiche. Deuxième observation, quelles que soient les ingérences étrangères, qu'elles soient de bonne guerre ou pas d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près sur les 270 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie, 100 000 qui sont largement kanaks et qui pour beaucoup d'entre eux ne se sentent pas français et sont indépendantistes. Et cela, qu'il y ait ou non une ingérence étrangère, ils auraient voté de la même manière. La preuve, ça n'a pas changé depuis les années Rocard. Et ça, la France ne peut pas y faire grand-chose. Oui, je pense qu'il faut dire pour nos auditeurs, il faut quand même préciser qu'on n'a pas besoin de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, de la Russie ou de la Chine pour toutes ces émeutes. Elles couvaient depuis les accords de Matignon. Quant à la Russie, l'attaque cyber n'est pas prouvée, mais il y avait des t-shirts aussi pour Poutine, il y avait des slogans pro-Poutine, Poutine est notre président, mais ça reste assez rhétorique. Par contre, pour l'Azerbaïdjan, moi je ne suis pas d'accord avec les médias qui disent beaucoup, c'est le porte-flingue de la Russie, l'Azerbaïdjan est très autonome, elle a littéralement damé le pion à la Russie dans le Caucase. Il ne faut pas croire que les Russes sont contents que
quand les Arméniens régressent, les musulmans azéris pro-turcs progressent. C'est pas du tout un gain. C'est comme pour la Libye. Quand la Russie négocie avec la Turquie, ce sont deux ennemis qui sont d'accord pour ne pas être d'accord. Mais c'est pas du tout le couple azéro-turc. Voilà, le couple azéro-turc n'est pas du tout lié stratégiquement, idéologiquement à la Russie. Ils ont une convergence contre quelqu'un, mais ils sont souvent en opposition totale. Libye, Syrie, Caucase, ils sont en opposition totale, mais ils sont d'accord sur le fait que de temps en temps, on te laisse faire ça en échange, tu m'aides à contourner les sanctions. Mais c'est pas une alliance de cœur ou idéologique ou stratégique. C'est une alliance comme deux mafieux qui décident de ne plus se flinguer et ils se partagent les rues. Tu vas pas au-delà de telle rue. C'est uniquement ça l'alliance. Sur le dossier arménien, il a, la présence de la France a ulcéré autant Bakou que Moscou, et je pense que ça peut aussi en partie expliquer. Non, je ne suis pas sûr. L'armement de l'Arménie, ça reste une base russe. On vous réinvitera pour parler de l'Arménie. Ça ennuie beaucoup moins la Russie que l'Azerbaïdjan. Messieurs, je vous tenais à vous remercier d'être venus nous voir pour faire le point sur la situation en Nouvelle-Calédonie et ce calme précaire. Nous ont rejoint sur notre plateau le docteur Gaëtan Casanova, qui est médecin anesthésiste, qui est également ancien président de l'intersyndicale des médecins internes, et également Erwan Le Mordek, lui qui est avocat et qui a écrit Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière aux éditions Le Cerf. Avec vous, dans quelques instants, on va parler du projet de loi d'aide à mourir. J'allais dire de fin de vie, de réforme de fin de vie, mais c'est plutôt d'aide à mourir. Mais je voudrais savoir, brièvement, et chacun à votre tour, qu'est-ce qui vous fait peur dans ce projet ? Alors il y a deux choses. D'une part, un basculement anthropologique dont on ne prend pas la mesure. Factuellement, on va faire, si cette loi passe, on va faire de ce qui est un crime aujourd'hui un soin. Et ça, il faut en prendre la mesure, soit qu'on l'accepte, soit qu'on le refuse, mais c'est un changement radical de perception. Et le deuxième point qui m'inquiète, c'est les risques forts que cela fait peser sur les plus vulnérables. Dire que les plus vulnérables sont libres de cette décision me paraît totalement irréaliste. Et du côté médecin, Gaëtan Casanova. Je vais probablement un peu paraphraser. Moi, ce qui m'inquiète le plus, évidemment, ça c'est sur le plan très personnel, la dimension anthropologique est très forte. Mais je crois que si on se place uniquement sur le plan technique aussi, il y a un sujet extrêmement important, quelles que soient les positions, c'est que cette demande, avec la gravité qu'elle implique, eh bien, elle nécessite une chose. Et elle nécessite le fait de consentir à le faire et d'être en capacité de le faire de façon lucide. Et il suffit de voir un patient dans des souffrances très importantes pour comprendre que lorsqu'on souffre, et même lorsqu'on n'est pas en fin de vie, je veux dire, si les uns les autres ont déjà fait une dépression, par exemple, on sait bien que lorsqu'on souffre, eh bien cette souffrance-là, elle perturbe, elle vient obscurcir l'ensemble de notre raisonnement. Et ça, c'est un sujet extrêmement important, quelles que soient les positions. Eh bien, on continue dans un instant à vous expliquer ce que contient ce projet de loi sur la fin de vie, ou plus exactement sur l'aide à mourir. Est-ce un encouragement à l'euthanasie ? Est-ce que cela va contre l'idée même du serment d'Hippocrate, qui est l'idée de sauver la vie, quand même, depuis que la médecine est la médecine ? On en parle tout de suite sur Sud Radio avec nos invités. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin sur Sud Radio pour regarder l'actualité à la loupe. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry et Victor Lefebvre. Et nos invités sont le docteur Gaëtan Casanova. Vous êtes médecin algologue, c'est-à-dire, vous savez ce que ça voulait dire ? Non, je ne savais pas. Eh bien, ça veut dire médecin de la douleur, entre guillemets. C'est ça, hein, Gaëtan ? Exactement. Également avec nous, Erwan Le Mordek, avocat, qui a écrit Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière, un livre que je signale aux éditions du Cerf, et qui est bénévole dans une unité de soins palliatifs. C'est important pour notre débat du jour. Nous a rejoint Annie Valette, ou Valette, dites Valette si vous n'êtes pas belge, coprésidente de l'association Le Citoyen pour une mort choisie. Pardon ? Le choix citoyen pour une mort choisie. Le choix citoyen pour une mort choisie, absolument. Je le disais, les députés planchent depuis lundi sur un projet de loi sur la fin de vie qui prévoit de légaliser et d'encadrer l'aide à mourir. Vendredi prochain, à l'issue d'environ 2 semaines de débat, le texte définitif devrait être voté, le 11 juin pour être précis. Il y a encore beaucoup de corrections en cours, ce qui n'empêche pas évidemment certains de s'inquiéter. Qu'est-ce que vous espérez de ce texte, Annie Valette ? Je rappelle que vous êtes coprésidente de l'association Choix citoyen pour une mort choisie, c'est ça, hein ? Alors, ce que nous espérons, c'est que toutes les personnes atteintes d'une affection
incurables, que ce soit consécutives à une maladie ou à un accident, comme Vincent Humbert notamment, puissent accéder, lorsqu'ils en ont assez de souffrir, physiquement ou psychologiquement, parce qu'une maladie incurable qui provoque des dégradations de la vie, des dégradations du corps, peut être difficile à supporter. Donc pour que ces personnes-là, quand ils disent stop, ils puissent avoir accès à une aide active à mourir, ou une aide médicale, puisque maintenant c'est le terme choisi, en France, sans frapper à notre porte, pour qu'on les aide à partir en Belgique ou en Suisse. D'accord. Parce que la plupart des personnes que nous aidons aujourd'hui, nous avons énormément d'appels de personnes qui nous disent, qui sont en soins palliatifs, qui ne sont pas entendus, et qui à un moment donné n'en peuvent plus, souvent sur le plan psychologique et moral, et qui nous demandent de les aider. Donc toutes ces personnes, c'est difficile de partir en Belgique et en Suisse, c'est compliqué, c'est douloureux pour eux et pour la famille, ça vaut cher. Et puis c'est douloureux, c'est beaucoup plus compliqué pour la famille, même s'ils accompagnent les malades en question, alors que on pourrait leur offrir cette mort en toute sérénité en France. Alors, je ne parle pas non plus des suicides violents. Dans certains cas, personnes qui... Est-ce que vous comprenez que cela peut inquiéter les praticiens, déjà les médecins, qui seraient chargés de cet acte? Certes, ce sont un acte réclamé par un patient, mais pour autant qui devrait être exécuté par un médecin, par exemple Gaëtan Casanova. Eh bien, alors l'inquiétude, en réalité, je le disais tout à l'heure, c'est que la capacité de discernement, elle est altérée par nos souffrances en général. Et ce qui est certain, c'est que lorsqu'on souffre énormément, il faut faire cesser cette souffrance d'une façon ou d'une autre. Alors le mieux, c'est quand les traitements, les thérapeutiques sont adaptés, qu'on arrive à aller au-delà de ces souffrances-là. Parfois, on n'y arrive pas. Soit on n'y arrive pas parce que la prise en charge ne le permet pas, soit on ne le permet pas, et ça c'est mon inquiétude majeure, parce que la capacité qu'on a eue à accompagner, à proposer des soins adaptés aux gens, n'était pas là. Est-ce que je dois dire aujourd'hui? Il faut rappeler qu'il y a une vingtaine de départements en France où il n'y a toujours pas d'unité de soins palliatifs. C'est-à-dire on ne peut pas accéder à des traitements contre les douleurs. Il n'y a pas d'unité, même s'il y a des soins palliatifs à domicile, mais ce qui est certain, c'est que ça montre en tout cas, quels que soient les débats, c'est que, et d'ailleurs c'est d'un avis commun d'absolument toutes les parties, c'est clairement insuffisant aujourd'hui. Alors l'inquiétude que j'ai moi en tant que praticien, c'est pas la capacité des gens à choisir leur fin de vie, c'est de dire est-ce que vraiment on est aujourd'hui capable en France d'apporter des soins adaptés pour lutter contre les douleurs des gens, au-delà même du contexte de la fin de vie, que ça soit physique ou morale? Ben non, et ça c'est absolument scandaleux, et je peux vous dire que je le vois tous les jours, et c'est quelque chose vraiment qui m'horrifie, et ça m'inquiète, c'est-à-dire qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que d'abord il faut être efficace, proposer ça aux gens, et ensuite on peut en débattre, et d'ailleurs je crois que pas au niveau du Parlement, je crois qu'il y a quelque chose de très adapté pour ça, ça s'appelle le référendum, on l'a fait un peu plus souvent, quel que soit d'ailleurs la conclusion. Alors je vais vous dire, le référendum c'est assez compliqué, pourquoi? Parce que le projet de loi, par exemple, avait expliqué que l'aide à mourir dans un premier temps allait concerner les pathologies graves et incurables lorsque le pronostic vital serait engagé à court et moyen terme. Puis ça a été détricoté. Et puis c'est en train, j'ai entendu hier la ministre de la Santé en parler, c'est en train d'être retricoté dans ce sens. Pourquoi est-ce que ces termes sont si importants, Erwan Le Moradec, vous qui êtes avocat? Alors c'est essentiel parce que ça a une réalité juridique, c'est une réalité médicale et humaine forte. Alors, un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, le court terme on connaissait, ça a été pas forcément évident. Qu'est-ce que c'est le moyen terme, justement? Le moyen terme, en fait, c'est compliqué de dire ce que c'est. C'est vraisemblablement du 6 mois, c'est peut-être du 1 an, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que les médecins vous disent personne n'est en mesure de faire un pronostic à moyen terme. Évidemment, il y a des statistiques qui permettent de dire avec telle pathologie l'espérance de vie est de temps, mais les médecins m'expliquaient cette statistique elle est détrompée extrêmement régulièrement. On peut se tromper sur un pronostic à 1 an, on peut se tromper de 6 mois, donc en soi ça n'a pas de sens, et certains peuvent vivre 2 ans de plus que le pronostic qui était envisagé.
Annie Valette, vous aussi, vous êtes gênée par ces termes qui ne sont pas si simples que cela en termes de réalité. Comme le dit monsieur excusez-moi, j'ai pas... Le Moredec. Effectivement, tous les médecins qui ont été auditionnés pour la commission parlementaire ont dit on ne sait pas poser un diagnostic, donc on est tout à fait dans le brouillard. Et nous, on a trouvé excellent le fait que ce soit remplacé par stade avancé ou phase avancée ou terminale. Voilà, phase avancée ou terminale. Merci. On pense que c'est un petit peu plus précis, un peu plus objectif. Nous, en fait, on considère que ce problème de temporalité, c'est pas la question. Quand la personne souffre physiquement et souvent moralement, je suis d'accord avec vous, dans un certain nombre de cas, on ne sait pas calmer les douleurs physiques parce qu'il y a par exemple des intolérances à la morphine, il y a des intolérances aux sédatifs, et donc c'est difficile et compliqué, mais il y a aussi les souffrances psychologiques dues à la dégradation du corps, des conditions de la vie, de la dépendance. Certains supportent la dépendance, d'autres ne la supportent pas, et ça devient finalement une vie très très douloureuse moralement. Donc on considère que pourquoi obliger les personnes à aller au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. On sait que la tolérance à la souffrance est quelque chose de très subjectif. Certains supportent plus que d'autres. Donc nous, on préconise d'avoir uniquement la notion d'affection grave et incurable. Les personnes sont dans l'impasse médicale, on ne peut pas les guérir. Et à ce moment-là, comme en Belgique d'ailleurs, eh bien, s'ils veulent vraiment partir, ils le demandent. Et c'est eux à ce moment-là qui déterminent le calendrier. Il faut savoir que très souvent, en Belgique, je termine, lorsque les personnes ont eu l'accord du médecin et c'est à eux de dire quand je reviendrai vous dire quand je voudrais que ça soit fait. Et à ce moment-là, ils gèrent leur fin de vie, ils intègrent des événements familiaux, etc. Et tout ça se fait dans la douceur et la sérénité. Et donc nous le répétons, nous voulons simplement le critère affection grave et incurable. Oui, ce qui est loin d'être négligeable et ce qu'on oublie, c'est que quand on supprime le critère du pronostic vital engagé à moyen terme, on supprime le critère du pronostic vital. Il n'y a plus de critères de pronostic vital. On peut demander l'euthanasie sans que votre pronostic vital soit engagé. Vous êtes en phase avancée. Phase avancée, pour le juriste que je suis, ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que c'est que d'être avancé. Et c'est pas évident pour le médecin non plus, par ailleurs. Alors, ce que je voulais dire attendez, je voudrais quand même terminer des phrases. Une phase avancée d'une maladie grave, d'une affection grave et incurable, quand vous avez le diabète, c'est grave et c'est incurable. Ça veut pour autant, on peut vivre avec le diabète. On peut vivre des années avec le diabète. Est-ce qu'à partir du moment où on devient insulinodépendant, on est dans une phase avancée Et ce qui est aussi ce que je constate, c'est que simplement, on veut une euthanasie sans restriction de temps et d'engagement du pronostic vital. Alors justement, il y a une question sémantique que l'on va trancher après une courte pause. Pourquoi est-ce que l'on n'entend plus parler de suicide assisté ni d'euthanasie ? Vous allez nous expliquer et nous dire si pour vous, c'est les auteurs de ce projet de loi avancent un peu masqués, Erwan Le Moredec. Alors la réforme de la fin de vie, le projet de loi pour une aide à mourir, on revient dans un instant pour en parler avec nos invités. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans votre matinée du samedi sur Sud Radio, votre rendez-vous pour regarder l'actualité à la loupe, c'est l'heure libre, toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry et de Victor Lefebvre. Rebonjour à vous deux. Bonjour Stéphane. Et nous sommes toujours en compagnie du docteur Gaëtan Casanova, algologue, c'est-à-dire médecin, on a appris quelque chose ce matin dans nos studios, médecin de la douleur, entre guillemets, et Erwan Le Moredec, avocat qui a écrit Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière aux éditions Le Cerf et qui bénévolement participe à des soins en unité de soins palliatifs. Également avec nous Annie Valette, coprésidente de l'association Le Citoyen pour une mort choisie. Alors nous parlons du projet d'aide à mourir, actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Et à la lecture des premiers projets, on a l'impression, mais vous allez nous le confirmer ou l'infirmer, docteur, qu'on va demander quand même beaucoup aux médecins. Mais avant de vous poser cette question, je voulais qu'Erwan Le Moredec réponde à ma question que j'ai abordée à l'instant. On a vu disparaître les mots suicide assisté et euthanasie de ce projet de loi. Pourquoi de telles précautions sémantiques selon vous ?
Non seulement on l'a vu disparaître, mais on nous a expliqué que ça n'en était pas. À la fois le président de la République et la ministre de la Santé nous ont expliqué que ça n'était ni une euthanasie, ni une aide à mourir, une euthanasie, un suicide assisté. Moi, ça me pose une difficulté parce que ça n'est pas honnête avec les Français. Il faut dire de quoi on débat, il faut utiliser les mots, il faut respecter les définitions qui sont admises dans le monde entier. Lorsque une personne administre un produit létal à une autre personne, dans l'intention ou non de soulager ses souffrances, c'est une euthanasie. Lorsque la personne s'auto-administre le produit, c'est un suicide assisté. C'est exactement ce que prévoit le projet de loi. Et alors on nous dit aide à mourir, c'est arrangé au rang de toutes les périphrases que l'on emploie dans ce débat et qui obscurcissent le jugement. Moi j'estime qu'en soins palliatifs, nous faisons aussi de l'aide à mourir. Nous faisons de l'aide à vivre jusqu'au bout. Mais dire aide à mourir, ça ne veut rien dire parce que ça englobe tout et n'importe quoi. D'accord. Annie Valette, présidente du Choix citoyen pour une mort choisie. Moi, je considère qu'au niveau des mots, c'est une bataille inutile. Quand on a voté la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, on a justement changé de vocabulaire. On n'a pas dit la loi permettant l'avortement. Donc personnellement, je ne perdrai pas trop de temps à me battre sur les mots. C'est vrai que aide active à mourir était peut-être plus clair, puisque ça comprenait à la fois l'aide médicale, c'est-à-dire la mort donnée par un médecin, et donc le suicide assisté. Mais bon, pour moi, ce n'est pas. Pour moi, l'essentiel, c'est pas ça. Je pense que les malades n'attendent pas qu'on se mette d'accord qu'on fasse des débats sémantiques. Ils attendent quand ils se sentent dans une impasse médicale. Et l'impasse médicale, je reviens sur ce que M. Lambarédec a dit tout à l'heure, ne comprend pas les maladies chroniques. Il est évident qu'un diabétique qui a un traitement d'insuline et qui peut vivre avec son insuline, il n'est pas dans une impasse médicale. Il peut vivre normalement. Mais on parle de maladies. Un passe médical dans le texte. Comment ? Où avez-vous vu un passe médical dans le texte ? Chronique. Écoutez, dans l'attendu de l'affection grave et incurable, ce sont des gens qu'on ne peut pas soigner. Quand vous êtes en soins palliatifs, vous n'avez plus de thérapie. Si vous on n'a pas de solution à votre même mal, et donc on vous annonce simplement que vous allez vous dégrader jusqu'à la mort. Annie Vallet, je voulais rappeler quand même cet article numéro 6, qui est celui sur lequel on se pose beaucoup de questions, qui réunissent les 5 conditions pour pouvoir faire appel à l'aide à mourir. Être âgé au moins de 18 ans, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Troisièmement, être atteinte d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. Quatrième point, présenter une souffrance physique accompagnée éventuellement d'une souffrance psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d'arrêter d'en recevoir. Et enfin, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Qu'est-ce qui vous gêne à cet énoncé, tous les trois, ou qui ne vous gêne pas, Annie Vallet ? Non, moi ça ne me gêne pas. Alors, le médecin Gaëtan Casanova. Ce qui me gêne le plus, qui me pose le plus question pour le voir régulièrement, c'est le dernier critère, c'est la capacité à consentir. Encore une fois, parce que pour essayer de s'extraire de la position individuelle qu'on peut avoir, je me souviens, on parlait de l'aspect social, et j'avais été très marqué plusieurs fois par des personnes âgées qui avaient des pathologies douloureuses, chroniques, peuvent être des douleurs dorsales très importantes, très invalidantes, en fait handicapantes, dont on peut penser qu'elles sont assez banales, mais la banalité parfois peut être assez terrible. Et je me souviens que cette personne m'avait demandé clairement d'en finir, et elle me disait: je ne supporte plus que ma petite fille doive m'aider à me laver. Et ça, je peux vous dire que vraiment, ça me bouleverse parce que le rôle de la société, oui, je le suis, parce que le rôle de la société, il est d'accompagner surtout les plus faibles, de tout faire pour les accompagner. Et finir par considérer que, parce que l'image qui nous est renvoyée, le consentement, il n'est pas individuel, il est aussi forgé parce qu'on nous renvoie. Et qu'on nous renvoie que parce que on est diminué, notre dignité serait altérée,
je trouve ça gravissime et bouleversant. La dignité, elle se mesure à ce qu'on fait, à la manière dont on agit, pas du tout à ce qu'on est et à notre niveau de dépendance. Et malheureusement, cet aspect-là, il pèse énormément. Et donc, la capacité à parfaitement consentir dans ce contexte, elle n'est pas évidente pour moi. Elle n'est pas évidente. Et vous pensez que pour un médecin, ça va être difficile de refuser à un patient de l'assister dans son suicide, entre guillemets ? Ça dépend alors, de l'assister, si c'est de lui fournir les moyens, clairement, de mettre fin à ses jours, là je pense que ça va être difficile. Ouais. Il y a des médecins comme moi, alors je ne sais pas si c'est pas par lâcheté ou quoi que ce soit, je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que j'en serais incapable. D'accord. J'en serais incapable. Certains pourraient, bien sûr, certains pourraient. Erwan Le Moredec. Écoutez, moi, depuis des années, quand je débat de ce sujet, j'alerte sur les dérives. Et régulièrement, j'ai des gens qui me disent, une fois que j'ai alerté sur les dérives, ah oui, t'as raison, j'avais pas pensé à ça, mais ce sera encadré. Il y aura des garde-fous. La réalité, c'est qu'on n'en a pas. On n'en a aucun. Et là, effectivement, on le disait tout à l'heure, on a une euthanasie sans engagement du pronostic vital, donc c'est extrêmement large comme ouverture. Et puis moi, je rejoins le docteur Casanova sur cette question de volonté libre et éclairée qu'on imagine déjà, qui se veut très ponctuel, très individuel, mais en ce moment s'inquiètent énormément les militants de la cause handicapée. Beaucoup vous disent aujourd'hui déjà le nombre de fois où on entend des gens parfois bienveillants, mais des inconnus qui vous disent moi, à ta place, je préférerais être mort. Qui le disent pour être gentils, pour montrer leur compassion. Mais ce qui signifie aussi qu'on a une forme de pression de la société. Il y a une pression normative. On a vu aussi là que la loi grand âge, elle devait être adoptée parce qu'il faut aussi, tout le monde dit, il faut une aide à vivre avant l'aide à mourir. Mais on met absolument pas les moyens pour avoir cette aide à vivre. J'aimerais que Annie Valette conclue. Oui, moi je pense que c'est une question de choix personnel et de liberté. Je pense que la dignité, c'est pas un concept général. Chacun a sa conception de la dignité et quelqu'un peut effectivement se sentir mal dans sa dignité quand il vit des situations de dépendance comme vous l'avez vécu. Je crois que, et d'autres personnes au contraire, le supporteraient très bien. Donc c'est vraiment un problème de choix personnel. Je pense que, encore une fois, une mort indigne, c'est une mort qu'on n'a pas choisie. Hein. Voilà, c'est ça une mort indigne. Et la dignité, on peut pas la catégoriser de l'extérieur. Alors, en ce qui concerne les handicapés, en ce qui concerne les handicapés, je vous rappelle quand même que Alain Koch était handicapé à vie. Il a essayé de vivre pendant 45 ans. Je crois. Et puis à un moment donné, il n'en pouvait plus. Et il a demandé à ce qu'on ferme la lumière. Alors heureusement, on l'a aidé à aller en Suisse. Il avait écrit au président. Je crois que c'est un choix personnel de laisser la personne, qu'elles estiment qu'elles ont terminé leur chemin, de les laisser partir. Je crois que Paulette Guinchard, on vous mettra pas d'accord. Paulette Guinchard, qui était donc secrétaire des personnes âgées sous Jospin, avait toute sa vie, disons, combattu pour que les soins palliatifs existent seulement. Et puis quand elle a été atteinte d'une maladie dégénérative, eh bien elle est partie en Suisse. Parce que le vécu de la maladie a complètement transformé sa vision de la vie personnelle. Donc, et elle a demandé à son mari d'ailleurs de témoigner, parce qu'elle est revenue en arrière, estimant qu'effectivement, dans certaines situations médicales, qui sont des véritables impasses où les personnes souffrent physiquement et moralement, eh bien, il faut leur laisser le choix. Et c'est vraiment le respect de la personne de les laisser partir. Merci Annie Vallet, présidente de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Merci docteur Gaëtan Casanova, algologue, donc médecin de la douleur. Merci également à Erwan Le Moredec. Je rappelle que vous avez écrit un livre intéressant, Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière, aux éditions Le Cerf. Merci Victor Lefebvre de nous avoir aidé à préparer cette émission. On vous a pas beaucoup entendu, mais place aux invités. Et puis dans un instant, on va retrouver nos amis Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. C'est On parle auto sur Sud Radio. Et on parle notamment sécurité routière. Pourquoi, d'après Jean-Luc Moreau, l'abaissement de la limitation de vitesse en ville à 30 km/h est une fausse bonne idée. Et retrouvez notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio en attendant la prochaine, samedi 10h.